Donc aujourd'hui, en effet, je vais parler des trous noirs qu'il y a au centre des galaxies. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Je pense que le public est ici averti, je pense qu'il sait déjà. Mais enfin, on va le définir. C'est peut-être ça, en fait, un trou noir. C'est-à-dire un point, un astre de masse quelconque, mais enfin surtout de concentration de masse énorme, telle que la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse d'échappement, elle peut s'écrire vitesse d'échappement au carré en Gm, m la masse de l'objet, et R. Donc simplement l'énergie cinétique, V2, est égale à l'énergie potentielle, si vous voulez, facteur de près. Donc sur la Terre, la vitesse d'échappement au rayon de la Terre, ce serait 11 km par seconde. Hein. Ça se traduit en 40 000 km/h quand même. Et c'est 11 km. Et donc on est très très loin de la Terre de trouver un trou noir. Pour le Soleil, on va le voir. Alors si on inverse cette relation, vous voyez que le rayon d'un trou noir, le rayon au-delà de laquelle la lumière ne pourra pas s'échapper, R va être égal à Gm sur C2, puisque cette vitesse va être égale à la vitesse de la lumière. Donc le rayon d'un trou noir se détermine comme la masse sur la vitesse de la lumière au carré. Donc c'est proportionnel à la masse. Donc si les constantes de vent sont telles que pour une masse solaire, donc le Soleil, si vous voulez faire un trou noir avec le Soleil, il faudrait le ramener à 3 km. Vous savez que le Soleil a 700 000 km de rayon, donc il faudrait vraiment qu'il soit très petit. Le Soleil ne va jamais devenir un trou noir. En fait, on a deux catégories de trous noirs que l'on observe en astronomie, qui sont les trous noirs fin de vie d'une étoile. Lorsqu'une étoile en fin de vie a déjà consommé tout son carburant, si elle est petite comme un Soleil, elle va devenir naine blanche, pas de problème. Mais si elle est plus grosse que cela, à ce moment-là, la gravité va effondrer la masse, on va dépasser l'étape étoile à neutrons, parce que c'est beaucoup plus massif, et on va tomber sur un trou noir. Il n'y a aucune force qui est capable de contrecarrer la gravité, donc il y a cet effondrement en singularité. On ne sait pas du tout ce qui passe au centre, je ne vais pas en parler. Aujourd'hui, je vais parler surtout de cette catégorie, la deuxième catégorie des trous noirs. Alors déjà, pour décrire un petit peu tous ces trous noirs de masse stellaire qui sont dus à la fin de vie, il y en a des tas, des milliards dans la Voie lactée. On le sait, puisqu'il y a 200 milliards d'étoiles, il y en a beaucoup qui sont mortes depuis le début. Donc il y a sans doute des milliards de petits trous noirs, mais on ne les voit pas, on les voit lorsqu'il y a une étoile binaire. Lorsqu'une des étoiles a explosé en supernovae et est devenue trou noir, l'autre compagnon, vous voyez, a une enveloppe qui va être mangée par le trou noir va donc rayonner. Alors les trous noirs, on va voir, bien qu'ils sont noirs, ils sont quand même les objets les plus lumineux de l'univers. C'est un paradoxe, on va voir pourquoi. Et donc, un certain nombre d'étoiles binaires dont l'une est un trou noir a été observé dans la Voie lactée. Donc, on connaît les masses des trous noirs et on en a pu observer quelques-uns. Mais on sait qu'il y en a quelques milliards. Mais ils vont rester dispersés dans la Voie lactée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le trou noir supermassif. Donc, supermassif veut dire 1 million à 1 milliard de masse solaire et qui se trouve toujours au centre des galaxies. Pourquoi? Parce que la friction dynamique sont tellement massifs qu'ils vont spiraler vers le centre à chaque fois. Il n'y en a qu'un par galaxie et il y en a un dans chaque galaxie. Alors ce trou noir, on le symbolise comme ça. Alors pourquoi on le symbolise comme ça? Simplement parce qu'il y a sans doute autour un disque d'accrétion, de la matière qui tombe dessus. C'est pour ça qu'il va rayonner. Sinon, on ne le verrait pas de toute façon. Alors pourquoi un disque d'accrétion? Pourquoi il a cette tête qui est vraiment bizarre? Simplement parce que, vous voyez, on l'a ici vu par la tranche, on a un petit disque d'accrétion, et la lumière est déformée les rayons lumineux sont défléchis, il y a une déflexion lorsqu'on passe près du trou noir, parce que la gravité est énorme, et elle perturbe les rayons de lumière. Donc, vous voyez, on voit d'abord un tout petit peu le disque d'accrétion devant, c'est ici, et puis la fraction du disque d'accrétion qui est derrière, on va la voir par-dessus et par-dessous. Donc ici, c'est par-dessus, ce qui est derrière par-dessus, et ce qui est derrière par-dessous. Donc c'est ça qui fait le chapeau du Mexicain ici. Donc ça, c'est un petit peu le disque d'accrétion, qu'on peut le calculer. Comment on va le voir autour d'un trou noir, que l'on ne voit pas, bien entendu. Et puis, évidemment, le trou noir fait l'antigravitationnel, il défléchit tous les rayons lumineux. Et notamment, Alain Riajuelo a fait de très très belles images comme ça, en regardant ce que pourrait donner un trou noir mis comme ça entre l'observateur et la Voie lactée. Alors la Voie lactée sans trou noir, vous la voyez ici, des étoiles, la poussière, quelques étoiles devant nous et puis le nuage de Magellan. Et lorsqu'on met un trou noir, évidemment dans l'ordinateur, il n'y en a pas pour l'instant, on voit que les étoiles devant sont amplifiées par la lentille gravitationnelle
Et puis vous voyez la Voie lactée est tournée. Le nuage de Magellan, là, il est déformé en arcs. Il y a 2 arcs, etc. Donc ça, c'est très joli. Et sur ordinateur, on peut... C'est très facile, c'est une difflexion optique. C'est de l'optique, en fait, comme une lentille optique. Alors, le trou noir, qu'on connaît le mieux, c'est celui de notre Voie lactée, bien sûr, parce qu'il est très proche. Alors, voici la Voie lactée, pour donner un petit peu des tailles. 100 000 années-lumière, hein, le diamètre. Ici, c'est une vue de face, une vue d'artiste, bien entendu, parce qu'on est dedans, la Voie lactée, on ne la voit que par la tranche. Mais on peut s'imaginer, comme on détecte tous ces bras spiraux avec leur vitesse, leur cinématique, et surtout on s'inspire de ce qui est vu dans les galaxies extérieures, on sait que notre galaxie devrait avoir cette tête-là, hein, le Soleil étant ici, système solaire, et on sait qu'il y a une barre dans la Voie lactée, et qui est à peu près à 20 degrés, donc c'est à peu près une bonne vue d'artiste. Donc notre trou noir, il est ici. Alors, notre trou noir est tout petit, il fait 4 millions de masses solaires, il est parmi les plus petits, j'avais dit 1 million à 1 milliard, il est parmi les plus petits parce que la galaxie a un petit bulbe, on va le voir tout à l'heure, la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe. Alors évidemment, si on regarde optiquement, ça c'est une vue optique, on le voit par la tranche et notre trou noir est donc bien au milieu. Alors voilà un petit peu comment on peut voir la Voie lactée plus profond vers le centre de la galaxie, c'est uniquement en infrarouge. Ce que vous voyez en optique, c'est plein de poussière. Simplement, vous voyez un bras spiral qui est devant le Soleil, mais bien en avant de nous. Vous ne voyez jamais en optique le centre de la Voie lactée. C'est pas possible. Tout est éteint par la poussière. Par contre, ici, vous avez une vue du survey tout masse à 2 microns de longueur d'onde. Et donc, on voit ici la Voie lactée telle qu'elle nous apparaît en 2 microns. Ici, on a encore un peu de poussière, bien qu'on ait traversé tout l'écran de poussière. Et on voit le petit bulbe, qui est en fait la barre, et puis un bulbe en cacahuète qui est dû à la barre. Donc, ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que le bulbe est tout petit. Et c'est pour ça que notre trou noir est assez petit. Alors, on va se rapprocher. On a vu que c'était 100 000 années-lumière. Ici, on a 1 année-lumière. On se rapproche du centre. Vous voyez qu'on a des étoiles, alors toujours en infrarouge, c'est pour ça qu'on peut traverser la poussière. Et on voit le nombre d'étoiles. Alors ici, c'est une vue du télescope ESO qui n'est pas encore au meilleur de sa résolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé l'optique adaptative comme on a fait sur cette photo. Alors cette photo est 1 année-lumière. Ici, on a 20 jours-lumière. Vous voyez qu'on a de plus en plus de zoom. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les étoiles une par une. Et la taille des étoiles, elle n'est toujours pas la vraie taille, puisque la taille, elle est ponctuelle pratiquement à cette échelle-là. Et ce que vous voyez ici, c'est la tâche de diffraction du télescope du VLT, qui est de 8 mètres. Donc la tâche de diffraction en infrarouge à 2 microns, c'est 0,05 secondes d'arc, alors que ici, vous auriez la turbulence de l'atmosphère qui nous donne un signe, une tâche qui est 1 seconde d'arc. Donc on va de plus en plus, là on a la résolution maximum du télescope, et on voit les étoiles une à une avec le deuxième anneau de diffraction. Alors, vous voyez un petit peu cette animation. Là, on voit ce qu'on voit lorsqu'il y a la turbulence de l'atmosphère. Et puis, lorsqu'on met le système d'optique adaptative, vous voyez qu'on peut raffiner l'image, ici à nouveau brouillée par la turbulence de l'atmosphère. Et on voit ici, lorsqu'on a le système d'optique adaptative on voit que la tâche de diffraction est visible à 0,05 arc seconde. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment les étoiles qu'il y a dans le centre de la Voie lactée, tout près du trou noir. Alors, il y a 2 groupes qui ont suivi toutes ces étoiles qui sont donc tout près du centre de la galaxie. Il y a à peu près 20 ans. Ils ont commencé en 1992, 13, 14 et jusque 2014, vous allez le voir. Et donc, ce qu'on voit, c'est on suit la trajectoire des étoiles qu'on peut donc avoir une par une. Et vous voyez que les trajectoires sont tout à fait keplériennes, des ellipses, de pures ellipses, avec le centre de la galaxie. Ce qui domine ici, c'est le trou noir, qui est appelé Sagittarius A étoile, parce que c'est une petite radiosource. Et on voit que le foyer de l'ellipse est le trou noir. Donc c'est vraiment keplérien, car tout le reste, la masse de notre galaxie est négligeable. Donc on peut mesurer la masse du trou noir. On a un certain nombre d'étoiles maintenant, et depuis 1995, on voit qu'il y en a une qui est passée très très proche, mais elles ne sont pas encore assez proches pour être perturbées par le trou noir, donc l'orbite est totalement keplérienne. Il faudrait qu'elles arrivent à un quart d'heure-lumière pour être un peu mangées. Pour l'instant, elles sont complètement saines et sauves. Alors ce qu'on voit aussi, c'est
cette image, alors cette image c'est une vraie image, on voit les étoiles qui scintillent, car l'atmosphère est encore, même en infrarouge, perturbe un peu la turbulence, donc on voit quand même la scintillation des étoiles. Et puis au trou noir, là on voit quelque chose qui vous envoie un petit peu de lumière. Et la périodicité ici, c'est 1/4 d'heure. C'est tout petit. On le voit en optique, on le voit aussi en rayons X, on voit en radio. Donc on a une certaine périodicité et on peut avoir la taille. Évidemment, on n'arrive pas à résoudre. Mais vu que ça fait 1/4 d'heure, on pense que c'est 1/4 d'heure lumière. Et c'est de la taille de la dernière orbite stable autour du trou noir. Alors pourquoi on peut relier la variabilité à la taille, simplement, ça c'est quelque chose qui est commun en astronomie, c'est que comme les rayons lumineux qui sont d'un côté et de l'autre d'un objet qui varie, vont nous arriver à des temps différents. Si l'objet est beaucoup plus grand, tous ces rayons lumineux vont se moyenner, et si l'objet est plus grand que le temps de la lumière, on ne verra plus rien. Donc pour avoir la variabilité, pour voir cette variabilité, il faut que l'objet qui varie soit de la taille de l'ordre en années-lumière du temps de variabilité, si vous voulez. Donc on sait que cette périodicité d'1/4 d'heure nous dit que l'objet n'a pas plus qu'1/4 d'heure lumière de taille. Et en effet, la taille du trou noir de la masse de notre Voie lactée, qui est 4 millions d'années-lumière, le rayon le plus stable, l'orbite la plus stable, ensuite vous allez tomber sur le trou noir, est à peu près quelque chose qui fait comme le système solaire, c'est-à-dire 1/4 d'heure lumière est tout à fait de l'ordre de la bonne ordre de grandeur. Donc on pense qu'on voit quelque chose qui tourne autour du trou noir, et à chaque fois qu'il tourne, on le voit rayonner comme un phare. Alors, on pourrait se dire, bien, est-ce que ce trou noir va manger quelque chose? Pour l'instant, il est inactif. On voit un tout petit peu de lumière radio, mais on ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'il va être alimenté? Alors là, c'est l'espoir qu'on avait eu en 2011. En 2011, on s'est aperçu, une de ces points qui tournent autour du trou noir, on s'est aperçu qu'elle avait un spectre qui ne correspondait pas à celle d'une étoile. Mais il y avait beaucoup plus d'infrarouge, par exemple, et on pensait qu'il y avait de la poussière et du gaz. On s'est dit, ce n'est pas une étoile, c'est un petit nuage de gaz, et il va peut-être être avalé par le trou noir. Donc on a essayé de regarder le diagramme vitesse-position. On voyait en effet qu'il y avait une certaine orbite. On a pu reconstituer cette orbite de cet objet qu'on a découvert en 2011, mais on a regardé un peu dans les images passées pour reconstituer l'orbite. On s'est aperçu qu'il y avait une orbite à peu près de 1944, l'apogée et le périgée en 2013. Donc en 2011, les astronomes se sont excités. Ça y est, en 2013, on va avoir un trou noir qui va avaler un nuage de gaz. Alors le nuage de gaz, il n'est pas très grand. C'est la masse de la Terre, 10-5 masse solaire. Donc ça n'aurait pas fait un très grand feu d'artifice, mais en tout cas, on aurait peut-être vu quelque chose, l'activité de notre trou noir central. Donc beaucoup de simulations numériques qui montrent comment le nuage de gaz va être tordu par les interactions de marée lorsqu'on va arriver en 2013. Donc tout le monde a regardé en 2013, l'été 2013, tout le monde a regardé le trou noir, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, déception. Beaucoup de temps de télescope a été perdu pour regarder le centre galactique en 2013. Rien. Alors ça, c'est les simulations, donc on était censé voir ça, le nuage qui tombe sur et puis là, ce sont les étoiles qui orbitent autour. Et puis, voici ce que les astronomes ont publié en mars 2015, après avoir bien réduit les données qu'il y avait en 2014. Et bien, on est arrivé en effet au péricentre en septembre 2014, et puis on a vu l'objet revenir tel quel, complètement non perturbé. Donc il est passé au périgée et il est ressorti. Donc finalement, on pense qu'il y a une étoile dedans qui maintient son intégrité, donc il est solide en fait, il se défait pas par interaction de marée. C'est peut-être une étoile avec une enveloppe circumstellaire de gaz. C'est pour ça qu'on a vu le spectre n'était pas bon, il représentait la poussière du gaz. Mais pour être sorti après le périgée, le périastrone, puisque c'est le trou noir. Donc finalement, déception, on a regardé beaucoup le trou noir cette année-là, mais rien ne s'est passé. Et il n'y a eu aucune alimentation du trou noir. Alors que va-t-il arriver pour ce trou noir dans notre galaxie? Il va y avoir quand même de l'activité. Par exemple, on sait que Andromède, notre galaxie spirale la plus proche, va entrer en collision avec la Voie lactée, donc c'est une petite simulation comme ça. Donc dans chacune, il y a un trou noir. Andromède a un beaucoup plus gros bulbe, comme vous le voyez, que notre Voie lactée. Donc le trou noir, il est 100 fois plus gros, massif. Donc on va avoir sans doute une interaction entre les deux galaxies, simulation comme ceci, dans 3 milliards d'années. Et puis les deux trous noirs vont arriver au centre et vont fusionner. On va avoir un trou noir binaire.
Et lorsque le trou noir, bon, au départ, il donne son énergie orbitale aux étoiles de la galaxie, lorsqu'il n'y a plus d'étoiles, il y a des ondes gravitationnelles. Les deux trous noirs font une perturbation de l'espace, donc la gravité est modifiée, et pour modifier l'espace, il faut avoir des ondes gravitationnelles qui propagent les perturbations de l'espace. On pense qu'on va pouvoir détecter des ondes gravitationnelles. On sera aux premières loges, mais il faut quand même attendre 3 milliards d'années. Je ne sais pas s'il y aura des instruments encore sur Terre pour le voir. Mais en tout cas, on aura un superbe feu d'artifice d'ondes gravitationnelles lorsque les deux trous noirs vont fusionner. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça que se forment les trous noirs supermassifs. On a vu les petits trous noirs, c'était la fin de vie d'une étoile. Les trous noirs supermassifs, c'est surtout le gaz, les étoiles qui tombent dessus, et puis aussi les fusions, parce que les galaxies se forment par fusion de galaxies plus petites, et à chaque fois que les deux galaxies avec les deux trous noirs fusionnent, les trous noirs fusionnent aussi, et tombent au centre de la galaxie finale. Alors, je vous ai dit que les trous noirs, finalement, étaient les objets les plus lumineux de l'univers. C'est vrai, et ça a été découvert en 1963 par Martin Schmidt, qui était jeune à l'époque, il avait fait la une de Times Magazine. Donc, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu cet objet-là. Ça s'appelle quasar parce que c'est une quasi-star, une étoile, pratiquement une étoile. C'est un objet ponctuel. Vous voyez qu'on a même les aigrettes de la diffraction. Ça ressemble à une étoile. Et la seule chose qui diffère, c'est le spectre. Comme vous voyez, le spectre, les raies ne correspondent pas du tout à celles d'une étoile. Et Martin Schmidt a eu l'idée de décaler vers le rouge. Et s'est aperçu qu'il retrouvait les raies de l'hydrogène, donc H-alpha, Lyman alpha, etc., qui correspondaient, mais avec un redshift assez grand. À l'époque, c'était relativement grand. Alors aujourd'hui, on arrive à des redshifts de Z égale 6, Z étant le delta lambda sur lambda, en quelque sorte, le décalage vers le rouge. Donc là, c'était déjà un objet qui était distant de 2 milliards d'années-lumière, donc pas du tout dans notre galaxie. Et donc, qu'était cet objet? Alors on voit qu'il y avait un petit G là, on n'avait pas reconnu, c'est un défaut de la plaque là, qui était à l'époque. On va voir que c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, cet objet, donc le même, on peut, maintenant, grâce à la résolution de HST, où on a 0,1 arc-seconde, on peut essayer de soustraire. Avant, il y avait une tâche d'1 seconde, donc on ne pouvait pas soustraire, on soustrait toute la galaxie avec. Ici, on commence à pouvoir soustraire, et on voit que dessous, il y a une galaxie. Donc ces quasars, pardon, ce sont les noyaux de galaxies. Donc vous voyez la galaxie au-dessous, là, lorsqu'on a soustrait, évidemment il y a des artefacts de soustraction ici, mais il y a une bonne galaxie, et c'est très difficile, pourquoi? Parce que le quasar en lui-même, seulement la source ponctuelle, peut rayonner 1000 fois plus que toutes les étoiles de la galaxie. Donc c'est 1000 fois une galaxie. 1000 fois une galaxie comme la Voie lactée. Ici, on voit qu'en effet, il y avait un G. Donc ce petit G qu'on voyait en optique, c'était un G que le trou noir, qui est très actif mais très glouton, avait rejeté. En fait, il était saturé de nourriture. Il rejette sa nourriture. Hein. C'est ça qu'on veut dire quand on veut dire que les trous noirs sont gloutons. Ils ont les yeux plus gros que le ventre et ils essaient d'avaler, mais ils n'arrivent pas. Donc ils rejettent tout. Donc ici, on a un G qu'on voit en optique, que l'on voit aussi dans toutes les longueurs d'onde, qui est bien au-delà de la galaxie. La galaxie s'arrête ici et le G sort de la galaxie. Ici, vous voyez, avec le télescope spatial, en optique, on voit qu'il est fait de petits grumeaux. En fait, le trou noir rejette de la matière par petites bouffées, comme ça. Et ensuite, elle se propage. Ici, on voit avec un satellite X, en rayons X. Et puis en radio, il faut évidemment beaucoup de résolution. Donc c'est du VLBI, c'est-à-dire de l'interférométrie à très longue base. Et on arrive à avoir la 10 milliards de secondes de résolution et à voir ce jet très fin. Donc vous voyez qu'on peut comparer en optique, en rayons X et en radio. On voit que très près, il y a de rayons X, c'est très énergétique. Et ensuite, en radio, c'est loin lorsque les électrons ont perdu leur énergie. Parce qu'en fait, ce rayonnement, c'est l'énergie due aux électrons qui sont relativistes et qui rayonnent dans le champ magnétique une énergie synchrotron. C'est la synchrotron radio, optique et en X. Alors ce jet-là et d'autres ont été observés avec beaucoup de détails et aussi on voit qu'ils se propagent. Comme ils sont relativistes, ça se propage avec relativement rapidement. Donc vous voyez ici une séquence de ce jet avec des intervalles de temps qui sont de l'ordre du mois. Donc ici on est en 98, 99, donc il y a à peu près l'année. Et on voit tous ces jets qui se propagent relativement vite. Alors on a voulu connaître à quelle vitesse ce jet de gaz ionisé était envoyé
Et surprise, 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 ils vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qu'on appelle être superluminique. Alors vous pouvez le voir sur cette image, qui est une image vraie. Vous voyez 1992, 14, 16, 18, donc vous avez 2, 4, 6, 6 ans. En 6 ans, vous voyez que ici on avait 20 années-lumière, 40, 60, 60. Donc on a bougé de 60 années-lumière en 6 ans. Donc la vitesse, c'est 10 fois c. Problème. Beaucoup, ça fait un mystère dans les radioastronomes à cette époque-là. Comment peut-on aller à 10 fois la vitesse de la lumière? Donc beaucoup d'hypothèses ont été faites. Je vous donne la dernière, qui est la plus convaincante, bien sûr. Alors c'est très facile. C'est très facile, simplement, vous avez un point O. Le point O, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est un point du G, c'est un point qui se déplace. C'est aussi un grumeau du G. On avait vu qu'il y avait plusieurs grumeaux. Alors évidemment, comme ici, il faut beaucoup de résolution, c'est la milliard seconde, on ne sait pas positionner un des points du G de façon absolue, mais on le sait en relatif. Donc on va mettre O à l'origine, mais enfin O, il faut bien savoir que ça bouge. Donc on a O bouge, et mettons P ici, qui va de O vers P. Okay, donc on a un mouvement relatif. Ce qu'on mesure, c'est le mouvement relatif. Alors l'observateur est ici, et O est ici, donc ce qu'on voit, c'est la lumière qui va nous arriver. Ce qu'on voit, c'est un point P qui va de O à P, en fait, en projection. Okay, donc on va mesurer la vitesse ici. C'est là que le point P se déplace de 60 années-lumière en 6 ans. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, le fait qui nous fait cette inversion de vitesse, c'est que le point P s'approche de nous. Il s'approche de nous, il est plus proche, en fait. Alors vous allez me dire, il est tellement à 2 milliards d'années-lumière, c'est très petit. Mais en fait, non, ça suffit. C'est-à-dire que ici, la lumière qui nous envoie arrive plus tôt que la lumière qui arrive de haut. C'est simplement la tortue et le lièvre. Rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Donc ici, O, il va à la même vitesse. Le signal lumineux envoyé de O va à la même vitesse que P, il va à la vitesse de la lumière. Mais là, il a un retard. Il part d'ici, donc il a un retard qui est égal à X sur C. Et donc, comme il part plus tard, on va voir arriver P beaucoup plus vite. Donc, quand on regarde le temps que met P pour aller de O en P, c'est R sur V. Si R est la distance ici et V est la vitesse à laquelle il se déplace. Mais le tout, c'est que le temps apparent va être le temps T, R sur V, moins le retard qu'a pris O, qui est X sur C. Vous voyez, c'est ce moins X sur C qui fait tout. Simplement, P est plus proche de nous, donc son signal lumineux nous arrive avant, donc on a l'impression qu'il va très vite. Okay, donc je ne fais pas tous les calculs, mais c'est juste cette différence T moins X sur C. Alors quand vous voyez ici, à la fin, la vitesse apparente, qui est Y sur le temps apparent, à ce moment-là, on voit qu'il y a 1 moins bêta cosinus θ. Alors θ, évidemment, est petit, c'est un G qui arrive vers nous. Cosinus θ, c'est à peu près 1. Donc vous voyez qu'on a un dénominateur 1 moins bêta. Bêta, c'est V sur C. Donc comme V est plus petit que C, bien entendu, il est de l'ordre de 0,8 C, c'est quand même quelque chose de relativiste. Donc 1 moins bêta, c'est très proche de 0. Et donc on peut avoir V infini, si vous voulez, à un moment donné. Donc 10C, c'est normal. Donc on voit des G qui sont à 2C, 3C, 4C, 6C, et simplement parce que le petit grumeau qui est le plus proche de nous, ces signaux lumineux arrivent avant. C'est tout. C'est facile. Donc, maintenant on sait que les trous noirs supermassifs sont à l'intérieur de bulbes, de très gros bulbes. Plus on a un gros bulbe dans une galaxie, un sphéroïde, même les galaxies elliptiques, ont des trous noirs qui ont des milliards de masses solaires. On a vu avec le télescope spatial qu'il y avait en effet un tout petit peu de gaz et même de poussière autour de noyaux. En général, ce sont des galaxies elliptiques où il n'y a pas de gaz. Donc pourquoi le trou noir est alimenté et pourquoi il brille? Et en fait, on le voit, il y a un peu de poussière, donc il est vraiment alimenté. Et donc, il est tellement alimenté qu'il recrache tout. Vous voyez que là, on a la galaxie et on a des jets qui sont remarquablement longs. Ici, c'est 88 000 années-lumière. Ici, c'est 100 000. Ça dépasse les galaxies. Donc pourquoi on a tous ces jets Alors d'abord, l'émission de ces jets, j'ai dit que c'est des synchrotrons, c'est exactement ce principe-là. On a un champ magnétique, en effet, lorsqu'on a concentré la matière pour avoir un trou noir, on a aussi concentré le champ magnétique. On a des champs magnétiques de distance 12 Gauss énormes, près du champ du disque d'accrétion. Donc il est très facile, lorsqu'on éjecte la matière ionisée, d'éjecter aussi le champ magnétique avec. On a un champ magnétique assez fort. Et puis, les électrons et les protons sont relativistes, tournent autour de ce champ magnétique et émettent du rayonnement synchrotron qui peut être très, très énergique. Donc, au départ,
en optique, même en rayons X, et ensuite en radio, lorsqu'ils perdent leur énergie. Donc on voit bien ici, par exemple, ça c'est Messier 87, on voit que le jet, qui est toujours fait en petites bouffées, est optique, c'est l'optique synchrotron. Et ici, vous le voyez en radio, on a d'abord un jet très très collimaté, puis ensuite il perd son énergie et il devient un lobe, où il rayonne un petit peu comme une fumée de cigarette, si vous voulez. Et quand on fait un petit zoom par le VLBI sur le centre du noyau actif, ici, on voit qu'il y a des bouffées toujours émises à partir du début du jet, c'est des bouffées, toujours. Alors pourquoi on peut collimater ce jet radio? On pense que c'est dû à la rotation du trou noir. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est qu'il y a deux caractéristiques du trou noir. Il y a sa masse, mais il y a aussi son spin. Il va tourner. Ça dépend de son histoire. S'il a été formé par la fusion de deux galaxies qui avaient beaucoup de moments orbitales, il va acquérir beaucoup de spin. On a pu mesurer des spins très forts dans les galaxies. Donc on pense que c'est un petit peu ce schéma-là. C'est une vue d'artiste. On a un disque d'accrétion, on a un trou noir au centre, et puis tout d'un coup, de la matière est éjectée, de la matière ionisée à partir du disque d'accrétion, et on a énormément de champs magnétiques qui roulent parce qu'évidemment le trou noir tourne. Donc vous avez comme une cage de champs magnétiques, de tubes de champs magnétiques qui collimatent le jet. Le jet est très très collimaté pendant très longtemps. Tant qu'il est relativiste, il est très collimaté. Donc il y a vraiment un champ magnétique qui confine les particules chargées et qui est à l'origine du jet. Alors vous voyez qu'en effet on a bien cette collimation très très fine. Alors ici, on a au centre, quand on fait un zoom, la galaxie Cygnus A. Et puis, d'un côté, on a un jet très très fin. On voit qu'il y a un côté du jet qui est beaucoup plus brillant que l'autre. L'autre, on ne le voit pratiquement pas. Simplement, il y a un boost relativiste qui est que le jet venant vers vous est plus visible que l'autre. Puis après, les électrons perdent leur énergie et ensuite, il se forme ce lobe radio qui est très loin de la galaxie. Donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que pour réalimenter le trou noir mange tout ce qu'il a dans son voisinage, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc, il y a des trous noirs, la plupart du temps, jeunes, ne sont pas actifs. La proportion de trous noirs actifs est très petite. Il n'y a de quasars que dans même pas 1% ou 2% de galaxies, de quasars très forts. Il y a des noyaux actifs un peu plus faibles dans 30% des galaxies, on appelle les galaxies de Seyfert. Mais les quasars, c'est vraiment relativement rare, et les jets radio encore plus rares. Donc on sait qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'accrétion de gaz. Alors par exemple, l'interaction de galaxies est de ces perturbations qui montrent que lorsque deux galaxies rentrent en collision, on a des perturbations, ici des bras spiraux, qui font que tout d'un coup le phénomène de quasar se met en route. Alors on voit une illustration de cette interaction de galaxies par ce phénomène rare où vous avez un noyau actif dans les deux galaxies qui sont en interaction. Alors les deux galaxies, on le voit en optique avec le HST, les deux noyaux qui sont à distance de 25 000 années-lumière l'un de l'autre. Et puis chaque noyau a un jet, donc une paire de G ici et de G ici. Vous voyez qu'ils sont assez perturbés. Et c'est assez rare. Pourquoi? Parce que le noyau est actif et forme un jet que dans moins 1% des cas. Donc pour qu'il y ait 1% activité dans les deux, c'est extrêmement rare, 10-4. Donc ces objets-là, avec 4G, sont très très rares. En fait, il y a soit un trou noir avale de la matière et l'autre jeune, ou soit c'est l'autre qui avale et l'autre jeune. Ils ne mangent jamais en même temps, en quelque sorte. Et puis, ces jets, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est ces jets nous tracent le milieu dans lequel se déplace l'AGN, enfin le noyau actif. Vous voyez qu'ici, les jets, au lieu d'être tout droit, comme parfois on a vu tout à l'heure, ils sont parfois complètement perturbés, retournés, et simplement parce que le milieu est un milieu un petit peu ionisé, très peu dense. Mais lorsque la galaxie a une grande vitesse par rapport à ce milieu, c'est comme un vent, en quelque sorte, qui perturberait le jet. Le jet est un milieu ionisé, mais assez diffus, et donc est sensible au vent. Donc au vent du milieu interactif, on voit qu'on peut retourner un jet. Ici, on voit un jet qui a été complètement retourné par le vent et sa grande vitesse par rapport au milieu intergalactique. Alors, à quoi est due l'énergie que nous avons dans ces noyaux actifs? Cette énergie formidable qui fait rayonner de facteur 1000 la Voie lactée. Alors, c'est simplement, et ça on peut le calculer, simplement l'énergie de gravitation. L'énergie de gravitation, comme on a l'habitude sur Terre, lorsqu'on fait un barrage par exemple, de l'eau qui tombe,
on voit bien que c'est une façon de récupérer l'énergie. On a de l'eau qui a une vitesse nulle au départ. Lorsqu'elle tombe d'une chute d'eau, on a une grande vitesse cinétique qui a compensé l'énergie gravitationnelle. Et cette énergie cinétique, on s'en sert dans les turbines pour faire de l'électricité. Alors évidemment, là, l'énergie cinétique, c'est 1 demi-MV2, c'est très petit devant l'énergie de masse de l'eau qui tombe. C'est très très faible. Ici, près d'un trou noir, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on va tomber sur le trou noir et on va tomber à la vitesse de la lumière, puisqu'on a le rayon de l'horizon du trou noir, c'est justement la vitesse d'échappement égale la vitesse de la lumière. Donc l'énergie potentielle qu'on va perdre si on peut arriver jusqu'à cette concentration de masse, c'est la vitesse c. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi d'mc2, qui est égale à l'énergie potentielle. C'est comme sur Terre, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir petit v, on a c. C'est là la grosse différence. Et donc on peut montrer qu'on peut aller jusqu'à 1 demi de mc2. On peut récupérer de toute la matière qui tombe, on récupère la moitié de l'énergie de masse, ce qui est énorme. Alors, elle n'est pas toute en rayonnement. On pense qu'on a à peu près 10% de MC2 en rayonnement. Le reste, ce sera énergie cinétique, des chocs, etc. Mais 10%, c'est en gros la moyenne de l'efficacité d'un moteur à trou noir supermassif, si vous voulez. On récupère 10% de MC2. Alors, on peut comparer cette efficacité énorme à celle de l'énergie nucléaire dans les étoiles, qui est la plus forte que l'on connaisse après le trou noir. Alors, dans les étoiles, on a le Soleil qui transforme l'hydrogène en hélium. On sait que la fusion procure l'hélium à moins de masse que tous les atomes qui le composent. Donc on a une perte de masse, et cette masse, c'est justement l'énergie qu'on récolte dans la fusion. Alors si on sait faire la fusion sur Terre, on pourra récupérer quelque chose qui est inférieur à 1% de l'énergie de masse, mais c'est énorme. Donc vous voyez ici, on a 20 ou 30 fois plus. Donc on a une source d'énergie qui est bien supérieure à l'énergie nucléaire de fusion. Donc c'est tout simple. Alors maintenant on peut regarder ce qu'il nous faut pour avoir 1000 fois plus que toute la Voie lactée qui rayonne. Il suffit à un trou noir ordinaire d'avaler 1 à 10 masses solaires par an pour rayonner 1000 fois plus qu'une galaxie. Donc c'est très peu. Quand on sait que dans une galaxie il y a 200 milliards de soleils. Donc le trou noir peut avaler beaucoup. Alors c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il ne peut pas avaler autant qu'il le voudrait. En fait, pourquoi? Parce que lorsqu'il avale un petit peu de matière, il va rayonner, la matière va rayonner toute cette énergie potentielle là, qui va se transformer. On va rayonner en rayons gamma, rayons X, etc. Et ça va faire une pression de radiation qui va compenser la gravité. Donc au bout d'un certain temps, si le trou noir s'alimente trop, il va rayonner beaucoup trop, et la pression de radiation va compenser la gravité, on ne pourra plus tomber. Le gaz ne pourra plus tomber, ne pourra plus alimenter le trou noir. Donc c'est là qu'il y a une saturation. Le trou noir a beau avoir envie de tout avaler, il ne pourra pas. Il est limité. Il est limité, alors on appelle ça la limite d'Eddington. Donc on équilibre la pression de radiation avec la section Thomson pour un gaz ionisé. On peut faire pareil avec de la poussière, mais c'est moins efficace. Ici, c'est avec un gaz ionisé. Et on voit que la luminosité d'Eddington, c'est quand même assez grand. C'est 10 puissance 12 luminosité solaire pour un trou noir moyen de 100 millions de masses solaires. Et la masse limite qu'il ne pourra pas dépasser, c'est 2 masses solaires par an pour ce trou noir-là. Alors pour un trou noir comme Messier 87 au centre de Virgo, on a 10 puissance 9, 1 milliard, on pourra aller jusqu'à 20 masses solaires par an, mais après ça, on est obligé de tout recracher. Et c'est ça la limitation. Alors comment on mesure ces masses de trous noirs pour savoir justement combien elles peuvent avaler? Alors on a plusieurs types de mesures. Lorsqu'on est très proche, des galaxies qui sont proches, on peut mesurer directement avec la vitesse du gaz. Ici, c'est un exemple fait avec le HST qui a beaucoup de résolution spatiale. Ici, vous avez un trou noir dans une galaxie elliptique, on voit qu'il y a du gaz dessus. Et on voit que le gaz, ça c'est la vitesse en fonction de la position. On voit que la vitesse est à peu près verte, c'est-à-dire systémique, à peu près 0. Et lorsque la vitesse vient vers vous, c'est décalé vers le bleu. Lorsque ça s'en va, c'est décalé vers le rouge. Donc on a, près du trou noir, là, ici, on a énormément de vitesse, 1000 km par seconde, et on sait que le trou noir a une masse donnée. Donc d'après la vitesse, on en déduit la masse, puisqu'on a la taille, on a résolu la taille. Donc ça, c'est on a des mesures vraiment exactes pour les galaxies proches. Pour les galaxies plus lointaines, on a des mesures un peu plus empiriques qui sont dues à la largeur de raie que l'on voit dans le noyau actif, dans le disaccrétion. Et puis on a aussi des mesures qui sont très, 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 très fines. Par exemple, celle-ci, une galaxie proche, où on a des masers H2O, des masers d'eau,
fait, qui sont émis en radioastronomie. On a un disque d'accrétion autour du trou noir avec un G, qui le trou noir a toujours éjecté un petit peu. Et comme il est vu presque par la tranche, on a une très longue ligne de visée, à la fois dans le côté qui s'éloigne ici en rouge et le côté qui vient vers nous en bleu. Et on a tellement de lignes de visée qu'on a un effet Maser sur cette ligne de visée des molécules H2O. Donc c'est très très fort. Vous voyez ici ce qui émet, là c'est le Maser H2O. Donc ça nous permet de voir le mouvement propre. On a beaucoup de précision, puisqu'on a beaucoup de simulation bruit. Et on a le mouvement propre, on a pu montrer que la courbe de rotation était tout à fait keplérienne. Et comme on a un mouvement propre, on peut aussi avoir la distance de la galaxie avec beaucoup de précision. Donc là, on a une mesure de la masse du trou noir parfaite. On a quelques objets comme ça qui ont des Maser H2O et on a pu avoir la masse. Donc une fois qu'on a déterminé cette masse, on a pu avoir cette relation, trouver une relation entre la masse du bulbe central de la galaxie et la masse du trou noir. Donc vous voyez que ce qui compte, ce n'est pas la masse totale de la galaxie, c'est la masse seulement du bulbe. S'il y a une galaxie qui est massive mais qui a qu'un disque, il n'y a pas de trou noir, enfin un tout petit trou noir. Notre galaxie, elle a un petit bulbe, donc un petit trou noir, et les galaxies elliptiques, qui sont vraiment un gros bulbe, ont un gros trou noir. Simplement, c'est une histoire. Dans le bulbe s'accumule toute l'histoire de la galaxie. Si elle a fusionné avec des petits compagnons, si elle a eu des fusions majeures avec un autre compagnon, tout ça s'accumule dans le bulbe. C'est l'histoire de la galaxie. Le disque, c'est quelque chose qui s'accrète un petit peu après, c'est du gaz ajouté, etc. Donc ce qui compte, c'est le bulbe. Et on a cette relation ici. La masse du trou noir, c'est 0,5% de la masse du bulbe. Alors il y a quand même des exceptions à cette relation. Alors voici la relation masse du bulbe, masse du trou noir. On s'est aperçu, bon, tous les galaxies proches sont sur cette relation, mais on s'est aperçu en allant vraiment très loin dans l'univers, donc un redshift, un décalage vers le rouge de 6, c'est-à-dire près du Big Bang, donc la formation des premières galaxies. D'abord, on a été surpris de voir des quasars qui étaient très très massifs, c'est-à-dire 10 puissance 9 à 1 milliard de masse solaire. Pour un quasar à moins de 1 milliard d'années de l'âge de l'univers, c'était une surprise, parce qu'on pensait autrefois qu'il fallait un certain temps pour que le trou noir puisse croître. On a vu qu'il était limité par la luminosité d'Eddington, il ne peut pas tout avaler. Donc s'il peut avaler qu'une masse solaire par an, surtout quand il est petit, c'est très très long, on a vu que c'était proportionnel à la masse, donc au début il peut avaler même pas une masse solaire par an. Donc il faut plus qu'1 milliard d'années pour qu'il arrive à 1 milliard de masse solaire. Or on a vu des quasars qui avaient déjà plusieurs milliards de masse solaire à moins d'1 milliard d'années du Big Bang. Donc ça c'est un mystère. Alors je ne résolverai pas ce mystère aujourd'hui, mais on pense qu'il y a d'énormes étoiles qui font déjà 10 puissance 4, 10 puissance 5, 100 000 masses solaires, qui se forment tout de suite dès le début. On n'a pas besoin de accréter plusieurs masses solaires, mais on peut former quelque chose, enfin ça c'est une spéculation, on n'en sait rien du tout, mais on pense que on est aidé par la formation d'un objet un peu intermédiaire qu'on n'a jamais vu. On a parlé des trous noirs de masse stellaire, des grands trous noirs, mais les trous noirs de masse intermédiaire, on ne les a pas encore vus, et on pense qu'ils se forment au début de l'univers, et ça nous permet de démarrer avec une graine qui est déjà 100 000 fois la masse solaire, et ensuite on peut monter jusqu'à 1 milliard très tôt dans l'univers. Donc à z égale 6, on est vraiment très tôt, et on a déjà d'énormes quasars. D'énormes quasars qui sont, vous voyez, presque 10 puissance 10. Ça, c'est un mystère. Et puis, ils semblent être plus grands que ce qu'on serait attendu par la masse du bulbe. Alors là, on ne comprend pas très bien, donc peut-être que c'est le trou noir qui se forme d'abord, et puis ensuite la galaxie après autour, en gros. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un petit embryon de galaxie pour que le trou noir se forme dedans. Alors, quand on regarde bien, même très localement, à l'âge de l'univers, à l'âge où on est, on a quand même quelques exceptions à cette loi de masse de trou noir sur masse du bulbe. On a quelques galaxies qu'on comprend un petit peu, qui sont cannibales au centre des amas de galaxies. Alors là, on sait qu'elles avalent tout le gaz sans former d'étoiles, et donc ça va directement au trou noir. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un trou noir plus grand que ce qui est prévu. Et puis il y a des objets comme celui-ci, découvert récemment, une galaxie lenticulaire dans un amas, à l'amas de Persée, qui semble bien au-delà, 10 à 100 fois plus au-dessus. On ne comprend pas très bien pourquoi. Peut-être justement elle est dans l'amas de galaxies, et l'amas de galaxies a un effet qui supprime la formation d'étoiles, et donc son trou noir serait, comme les trous noirs se forment peut-être avant le bulbe au début de l'univers, et puis ensuite les étoiles n'ont pas pu se former, donc le trou noir est resté très grand. C'est possible.
Alors récemment, on a fait des observations de cet objet. Voici l'objet. On a une image HST qui montre qu'il y a une traînée de poussière devant le bulbe, donc sans doute du gaz moléculaire. On a obtenu un spectre de cet objet avec des molécules qui montrent en effet une largeur de raie de 1000 km par seconde, donc qui confirme que la masse du trou noir est de 17 milliards de masses solaires. 17 milliards. Donc c'est un des plus massifs, et le bulbe n'est pas très gros. C'est ça qui est surprenant. Donc c'est au moins 10 à 100 fois supérieur à ce qu'on se serait attendu avec la relation ordinaire. Alors pourquoi on a pu le faire, même si on n'a pas énormément de résolution, on a juste 0,5 arc-seconde de résolution, simplement comme le trou noir est très gros, son rayon d'action est plus gros. On a vu que le rayon était proportionnel à la masse m. Donc on a un rayon d'action du trou noir plus gros, et on peut voir l'action du trou noir sur les molécules, c'est-à-dire sur le petit anneau de molécules que vous avez au centre. Donc ça, c'est encore des recherches en cours. Vous voyez qu'on n'a pas encore tout appris sur les trous noirs. Alors, le dernier chapitre que je voudrais développer, c'est justement les grands espoirs qu'on a dans les trous noirs pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de matière ordinaire dans les galaxies. Ça, c'est un des grands problèmes que l'on a trouvé depuis au moins 10 ans. On sait que les galaxies sont formées de matière ordinaire, je dirais atomes ou baryons si vous voulez, et qui sont dans des halos de matière noire que j'ai symbolisé ici par cette vue d'artiste, par un halo. Bon, c'est pas ce que c'est, on le voit pas, hein, c'est la matière noire ici. Mais on sait que le contenu de l'univers, c'est celui-ci. On a d'abord 70% d'énergie noire, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais au point de vue matière, on a 25% de matière noire, toujours matériaux exotiques dont on ne sait pas quelles sont les particules, et puis les atomes ou les baryons, c'est 5%. Donc dans l'univers, la proportion d'atomes par rapport à la matière noire, c'est 0,2. Ok. Donc on s'attendrait, au début de l'univers, se forment les galaxies avec la matière noire, des baryons, on s'attendrait que dans les galaxies, il y ait 0,2 aussi. Et ce qu'on observe dans les galaxies, c'est 0,04, 5 fois moins, au maximum, qu'ont fait les baryons. Alors ici, vous avez, en fonction de la masse du halo, MH, le rapport masse d'étoile plus gaz, hein, qui est une petite fraction, sur le masse du halo. Vous voyez qu'on a 0,04 au grand maximum pour des galaxies qui ont un halo de 10 puissance 12, c'est-à-dire des galaxies comme la Voie lactée. Pour les petites galaxies, c'est encore moins, on a encore moins de baryons. Et pour les plus grosses, encore moins. C'est vraiment un maximum, 0,4%. Où sont tous ces baryons? C'est-à-dire que dans la Voie lactée, 80% des baryons sont en dehors, ont été éjectés. Mystère. Donc, pour les petites, il y a une solution. On pourrait se dire, bon, il y a des formations d'étoiles, des supernovae. Quand on a une galaxie naine, on pourrait, avec le vent de supernovae, éjecter le gaz. Bon. Mais pour les grosses, ça ne marche pas. Et pour la Voie lactée, au milieu, les supernovae ont assez peu d'énergie et n'arrivent pas à faire échapper le gaz. Donc ce qu'on va penser, c'est que ce sont les trous noirs qui vont éjecter le gaz des galaxies. Hypothèse. Elle n'est pas encore vérifiée, mais on va voir si c'est possible. D'abord, est-ce qu'on a assez d'énergie? Oui, on a assez d'énergie. Comment on peut le voir? Eh bien, vous voyez qu'à la masse du trou noir, moi j'écris black hole au lieu de trou noir, hein, excusez-moi, je n'ai pas tout traduit là. La masse du trou noir, on a vu que c'était 0,2-0,5% de la masse de la galaxie. Ça, c'est la loi masse, bulbe, masse. OK. L'énergie de cohésion de la galaxie, c'est un peu l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique qui est à peu près égale. Donc l'énergie de la galaxie, c'est m sigma 2, la dispersion de vitesse de la galaxie. OK. L'énergie qui a servi, qui a été rayonnée et pour former le trou noir, on a vu que c'était 10% d'efficacité. Donc on a, pour construire le trou noir, on a dû dépenser cette énergie-là. Donc on voit que l'énergie pour former le trou noir, tout au long de sa vie, elle est au moins 80 fois supérieure à l'énergie qu'il a fallu déployer pour former la galaxie. Donc on a largement de quoi détruire toutes les galaxies avec les trous noirs. Donc pourquoi on voit encore des galaxies? C'est que sans doute l'énergie du trou noir n'est pas très couplée à la galaxie. On a vu que les jets, toute l'énergie était déployée dans le vide, mais pas dans la galaxie. Donc heureusement, la galaxie est indemne. En fait, on a juste fait un petit trou, et puis on a des jets, et puis donc c'est le couplage énergie du trou noir, énergie des galaxies qui est un mystère. Si vraiment il était complètement couplé, c'est-à-dire qu'on avait une bâche autour de la galaxie, à ce moment-là, on a de quoi détruire la galaxie, oui. Mais est-ce qu'on a assez de couplage pour expliquer pourquoi on n'a pas de... Tous les 80% des baryons sont sortis des galaxies? Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est justement les questions qu'on se pose. Alors justement,
il y a deux façons de pousser la matière hors des galaxies. D'abord, le mode quasar. Alors, je reprends mon petit dessin cartoon là, ici. On sait que lorsque le quasar rayonne à la luminosité d'Eddington, à ce moment-là, la pression de radiation compense la gravité et en effet, on peut sortir pas mal de choses. Donc, mais en fait, on a vu que ça sortait perpendiculaire au plan et que ça n'avait pas beaucoup de... Alors, il y a aussi un mode radio, c'est-à-dire qu'on pense que les jets radio vont peut-être entraîner beaucoup de matière qui est dans le disque. Alors ça, c'est ce qu'on a commencé à voir récemment. Alors d'abord, je montrerai une image qui est ce qu'on voit dans les amas de galaxies. Ici, on a une galaxie au centre, une galaxie cannibale au centre de l'amas. Ici, on a l'image de l'amas par les rayons X. L'amas est rempli de gaz chaud. Le gaz chaud est même plus massif que toute la masse des galaxies. Et en rouge, ici, on voit les rayons X qui sont émis par le gaz qui est à 10 millions de degrés. Et ce qu'on voit, c'est des trous, des cavités. Et quand on superpose en bleu le jet radio, que l'on voit, le plasma, on voit que le plasma, il passe par les trous. C'est-à-dire que c'est sans doute le jet qui a troué le gaz X. Okay. Donc on voit, quand on est dans un amas de galaxies où il y a beaucoup de gaz chaud, ça permet de voir quelle est l'action du jet sur le reste du milieu environnant. Et on voit qu'il y a énormément d'action puisqu'il fait d'énormes trous. Alors ici, on voit bien les trous. Ici, le bleu est devenu rouge ou le rouge, bon, c'est pas grave. La galaxie est ici. On a des jets radio à 170 kPa de la galaxie et on voit qu'on a des cavités. Et ça, on le voit bien aussi dans l'amas de Persée, par exemple. Ici, on a une image en X. Ça, c'est des images qu'on a pu avoir grâce à la grande résolution spatiale des satellites X. En radio, maintenant, on a 1 seconde de résolution avec ces rayons X. On voit que la galaxie centrale, qui est Perséusa, elle est au centre de 2 grandes cavités. Donc, le jet radio a poussé le gaz, ici. Et on voit aussi, en blanc, c'est le jet radio. Ici, c'est l'image X. Et puis, en noir, c'est le gaz moléculaire. Alors, on voit que le gaz chaud, il est comprimé. Donc, sa densité est plus grande. Et il va se refroidir et former du gaz moléculaire qui va retomber sur le trou noir. Le trou noir va être alimenté par le gaz moléculaire qui est au bord des cavités. Donc là, il y a comme un cycle, en fait. L'AGN, en fait, le trou noir n'est pas actif tout le temps. Il est actif quelques millions d'années. On pense que le cycle d'activité, c'est de l'ordre du million d'années. Et donc, ici, ce que vous voyez aussi, ce sont les contours de H-alpha du gaz ionisé, mais enfin, du gaz en recombinaison, c'est-à-dire qu'il y a du gaz neutre. H-alpha, c'est l'arrêt de l'atome d'hydrogène. Donc, vous avez du gaz neutre aussi. Donc, vous voyez que c'est un milieu multiphase avec du gaz très ionisé, et à des millions de degrés, et puis du gaz ionisé et puis neutre, et puis du gaz moléculaire. Donc, il y a toute cette... on a l'impression que le gaz bout et fait des cycles. Et on voit ici, notamment sur cet amas de galaxies, qu'il y a 3 générations de cavités, une qui est ici, une autre ici, et puis une petite qui commence. Donc on a pu mesurer la périodicité de cette activité, et on sait que c'est à peu près 10 millions d'années entre deux cavités, entre 2 poussées du jet radio. Alors ici aussi, on a dans Perseus tous ces filaments H-alpha, et les filaments H-alpha sont vus aussi en molécules CO, qui sont le traceur de la molécule H2, et cette molécule H2 est 10 degrés K, c'est-à-dire qu'on a du gaz moléculaire à 10 degrés K qui subsiste à l'intérieur de gaz très chauds à des millions de degrés. Donc on a vraiment ce gaz multiphase qu'on commence à comprendre aujourd'hui, et on commence donc à comprendre un petit peu mieux aussi ce qui se passe à la base du jet. Ici, on a une petite vue d'artiste. Donc, on a une vue ici près du disque d'accrétion où on a du gaz ionisé avec le champ magnétique qui tourne, qu'on a déjà vu dans la vue d'artiste. Et ce qu'on a observé dans les rayons X à fer très ionisé, on a observé des vitesses qui sont bien plus grandes que 10 000 km par seconde. Ici, on a 0,1C, c'est-à-dire 30 000 km par seconde. Donc, on a ce qu'on appelle UFO en anglais, qu'il ne faut pas confondre avec des ovnis quand même. Mais on a ultra fast outflow et ce sont des jets de gaz ionisé. Ce n'est pas encore le plasma du jet radio, mais c'est du vent qui sont à très grande vitesse. Et on pense que c'est une partie de ce gaz-là qui va faire les flots moléculaires. Alors par exemple, voici ce qu'on a observé dans les années 2010-2012. Vous voyez une raie de molécules, de gaz moléculaire.
elle n'est pas seulement une gaussienne, mais il y a des ailes de Ray qui vont jusqu'à 1000 km par seconde. Donc ça veut dire que le gaz moléculaire est entraîné par le gaz ionisé. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus intéressant. Le gaz ionisé, c'était très peu de gaz qui s'en allait dans la galaxie, qui prenait toute l'énergie du trou noir. Là, on est en train de coupler un peu plus l'énergie du trou noir avec le gaz moléculaire de la galaxie, et on va éjecter 10 puissance 7 à 10 puissance 8 masses solaires dans le G, avec un taux 700 masses solaires par an. Donc on rejette beaucoup plus de masse que le trou noir ne peut avaler. On avait vu que c'était 10 à 20 masses solaires par an de plus qu'il pouvait avaler. Donc on rejette beaucoup de gaz, encore plus que ce que le trou noir avale. Donc ça commence à être intéressant. On est très efficace à éjecter des baryons. Alors très efficace, c'est encore très contesté parce qu'il y a des simulations comme celle-ci par exemple qui montrent que le gaz est très clumpy, il n'est pas homogène. C'est plus facile d'éjecter un gaz homogène qu'un gaz qui a plein de clumps, des petits grumeaux, et puis beaucoup de vide parce que là toute l'énergie du trou noir s'en va dans les vides. Il ne couple pas beaucoup avec le gaz. Donc pour tout ça, on n'en sait rien, on fait des simulations, mais il est possible que ce ne soit pas aussi bien couplé qu'on le croit. Donc ça, c'est une des observations faites avec le radiotélescope ALMA qui devient opérationnel dans le désert d'Atacama. Vous voyez une galaxie barrée avec beaucoup de gaz dans un anneau près de la barre ici. Et ça, ce sont les observations ALMA superposées avec le HST. Et on s'est aperçu qu'il y avait du gaz bleu qui vient vers nous et du gaz qui est en récession ici, rouge et bleu, dans un petit cône d'expansion. Et ça, c'est le plus petit flot qu'on ait vu dans une galaxie normale. Ce n'est pas un quasar, c'est une galaxie de Seyfert, donc c'est un trou noir de faible activité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que toutes les galaxies, pas seulement les quasars qui sont moins d'1% du total, mais toutes les galaxies ont cette phase de rejet de baryons. Et c'est ça qu'on aimerait savoir, pourquoi la Voie lactée n'a que 20% de ces baryons qu'elle devrait avoir. Donc on aimerait avoir quelque chose qui couple à toutes les galaxies et qu'on pourrait éjecter tous les baryons des galaxies. Donc cet exemple-là est très intéressant. Et aussi un autre que je montrerai, comment peut-on coupler ce G au disque? Eh bien, vous avez des cas où le G est dans le disque, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que le disque d'accrétion, il est en train de précesser et il n'est pas forcément aligné avec le disque de la galaxie. Comme le G est perpendiculaire au disque d'accrétion, mais pas au disque de la galaxie, donc on peut avoir parfois le G dans le disque. Voici une galaxie où le G est exactement dans le disque. Alors évidemment, là, c'est plus facile de pousser les baryons et de se débarrasser de tous les baryons de la galaxie. Donc peut-être qu'il y a des moments où on a un couplage plus grand. Et donc on va peut-être arriver à la solution, mais ça, c'est des hypothèses pour l'instant. Donc je conclurai en disant qu'on sait que les trous noirs massifs qui croissent en symbiose avec les galaxies, on a vu que la masse du trou noir était proportionnelle à la masse du bulbe. Donc on pense que les deux vont ensemble, et qu'il y a des flots de gaz qui maintenant sont très fréquents. Donc le trou noir rejette beaucoup de sa nourriture, et peut-être même plus que ce qu'il avale. On a des vents très rapides, qui ont été observés très près, et que surtout, ils entraînent le gaz moléculaire avec les jets radio qui peuvent entraîner beaucoup plus de gaz, du gaz froid qui est plus loin, et donc ouais, ok. Donc, eh bien, on est presque à la fin, voilà. Et donc, on pense que les trous noirs vont modérer la formation d'étoiles et pour expliquer que les baryons sont tous en dehors des galaxies. Merci beaucoup.